Le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville, change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Charles Baudelaire, Les Cygnes. C'est un texte qui se trouve dans Les Fleurs du Mal et qui concerne les transformations foudroyantes qu'a vécu Paris au milieu du 19e avec les barons Haussmann, quand Paris a été complètement transformé. C'est une phrase que j'ai beaucoup citée dans des livres, dans des textes, car il nous montre comment, aujourd'hui, la transformation des villes demande avant tout considérer la place de ceux qui habitent, de celles qui habitent, de humaniser la ville. Baudelaire était stupéfait de voir comment, en quelques années, Paris a été bouleversé. Et donc, le cœur d'un mortel, ça parle de cette humanité indispensable pour qu'on puisse s'émerveiller dans une ville et non pas la souffrir, la subir. Voilà mes pensées autour de cette phrase iconique. Carlos Moreno, bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur de vous recevoir. Vous êtes, on vous connaît, non pas comme urbaniste et architecte, puisque vous n'êtes aucune de ces deux métiers, Exactement. mais vous êtes l'inventeur du concept de la ville du quart d'heure. Une ville respirable, assez agréable à vivre, dans laquelle le soin pourrait se déployer entre les êtres. Voilà, une ville dans laquelle les transports sont décarbonés, on est à vélo, à pied, et en un quart d'heure, on peut à peu près faire tout ce qu'on doit faire dans une vie, travailler, se soigner, aller au théâtre et s'occuper des siens. Vous êtes l'auteur de votre 5e essai, La ville du soin, territoire, le bien-être à portée de main. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre qui tombe à point nommé pour ces élections municipales qui agitent pas mal le paysage hexagonal. Mais je vous présente très rapidement dans votre profonde identité. Vous êtes né colombien et vous avez grandi dans la Cordillère des Andes, au-dessus de Cali, dans une ville qui était donc au bord de l'eau. Et vous êtes arrivé en France à 20 ans. Vous avez appris le français grâce à la CIMAD. Vous étiez un réfugié. Et ça, c'est fascinant parce qu'aujourd'hui, si je dis votre titre, c'est un titre assez prestigieux puisque vous êtes aujourd'hui le directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat, Territoire et Innovation à la Sorbonne, à l'IAE Paris-Sorbonne. C'est donc aujourd'hui une fonction qui est vraiment très disons doctorale qui est la vôtre, et aussi une fonction d'influence, puisque votre concept de la ville du quart d'heure a inspiré énormément de maires, à commencer par Anne Hidalgo, aussi on voit à Copenhague, à Buenos Aires, enfin beaucoup de personnes et de maires aux affaires se réclament de cette bonne idée, et donc on va en parler ensemble mais avant ça, j'ai une question très indiscrète à vous poser. Dans quel paysage et dans quel bâtiment avez-vous grandi en Colombie, Carlos Moreno? Eh bien, déjà, merci pour cette invitation et pour cette introduction. J'ai grandi, vous l'avez dit tout à l'heure, à Cali, qui est une ville qui se trouve dans le sud-ouest colombien. Il n'est pas tout à fait à bord de la mer, mais pas trop loin, à 1 heure, 2 heures de la mer aujourd'hui. À l'époque, il fallait passer une montagne, c'était 3-4 heures. Donc j'ai grandi dans une ville qui était une ville déjà avec beaucoup de jeunes, et une ville qui était réputée pour être aussi très vivante au niveau intellectuel, du cinéma, du théâtre, beaucoup de culture. Mais la particularité que je retiens le plus de grandir, c'est de grandir dans une rue qui appartenait à tout le monde. Nous, on était des enfants, donc on jouait dans la rue, on jouait au football, on jouait au chat perché, on montait dans les arbres, parce qu'il y avait énormément d'arbres. Les parents et les grands-parents étaient dehors, parce que dans la ville, il fait chaud, il y a un climat, on va dire, 28-30 degrés en moyenne. Sur des bancs ou ils étaient devant leur maison? Ils étaient avec les
les chaises et des petites tables pour jouer. Donc, ils jouaient au parquet, donc l'espèce de dada de l'Amérique latine. Ils jouaient aux cartes. Et il y avait las tiendas, donc les petits commerces de quartier où les gens venaient prendre du pain, boire une bière, ou une boisson gazeuse. Voilà. Donc, j'ai été dans un environnement dans lequel la ville, partout, était comme ça. Il y avait un centre historique, puisque c'est une ville qui a été héritée des Espagnols, des conquistadors. Donc, il y avait un centre Cardo de Cumanus autour de l'église. Voilà. Donc, et après, un damier, c'est ça? Voilà. C'est dans les classiques urbanismes de la conquista, donc espagnole. Mais comme la ville s'est développée, elle est grandie, et elle s'est retrouvée effectivement avec une vie un peu partout. Après, en grandissant, j'ai découvert les fractures sociales. Les quartiers des riches, les quartiers informels, et la violence qu'il y avait dans les campagnes, les petits paysans qui étaient expoliés de leurs terres et qui venaient habiter dans la ville, donc ce qu'on appelle en français les bidonvilles, qui se sont créés, donc on appelle ça les ceintures de misère, peu à peu, parce que la ville a eu un urbanisme qui n'était pas du tout planifié. Donc, on appelait ça las invasions, les prises du sol, avec des logements de fortune, l'absence de services publics, dans ces cas-là. Voilà, c'était ça mon univers. Et comment, Carlos Moreno, votre vision de cette ville du quart d'heure et de cette ville de demain, qui devrait être une ville où le bien-être règne entre les voisins, disons, cette vision-là, comment elle est teintée par cette enfance que vous avez eue, ce contexte urbain? Certainement, comme chacun de nous, on a une histoire, et mon histoire, effectivement, elle remonte dès mon âge... dans les années 60 en Colombie. Des années 60 en Colombie, jusqu'à 1979. J'ai quitté la Colombie quand j'avais 20 ans, en 1979. Mais est-ce que vous avez une nostalgie de cette scène que vous venez de décrire très bien, où les parents regardent les enfants jouer, il y a une grande liberté et une grande mixité sociale, mais en même temps une grande fraternité? Exactement. Je ne dirais pas une nostalgie, mais c'est une rémanence de quelque chose qui a été possible. Et comme j'ai quitté la Colombie à l'âge de 20 ans, et que je suis quelqu'un très attiré par des cultures très différentes, j'ai eu la chance également de découvrir énormément de cultures autour du monde. Et je me souviens très bien, par exemple, quand j'étais en Asie du Sud-Est, au Vietnam ou au Cambodge, prenons le cas du Vietnam avec Hanoï, où il y avait, de manière contemporaine, donc récemment, cette même agitation dans les rues, cette même manière de vivre dehors. Et je pense que c'est un mélange qui, peu à peu, est venu se faire dans ma manière de réfléchir. J'ai eu la chance également de voyager dans les pays qu'autrefois on appelait les pays de l'Est, c'était de l'Europe centrale. Donc une ville comme Prague, que je connais extrêmement bien. Et j'ai connu Prague quand les gens étaient dans la rue, quand les gens étaient en capacité d'aller dans les bars, ces espèces d'énormes bars qui avaient très populaires, où dès qu'on était assis, on mettait une bière, de la purée, du rôti, on discutait avec les voisins. Et avec les froids qui existent dans les pays nordiques, j'étais à Copenhague, j'étais à Stockholm, j'étais à Helsinki. C'est comme une taverne, une ambiance de taverne. Exactement. Mais aujourd'hui, il est arrivé quelque chose, c'est le téléphone portable dans les années 2000 qui ont un peu bouleversé ce sens de la convivialité que vous décrivez très bien et qui pour moi représente une sorte de nostalgie. Est-ce que vous sentez que c'est encore possible, à l'heure où chacun peut être retranché dans son quant à soi, dans son monde intérieur, avec son téléphone portable, d'avoir cette convivialité, cette purée, ce voisin, cette conversation complètement inopinée avec un voisin comme ça? Alors moi, je vais vous dire, ce n'est pas la question si c'est possible ou pas. J'ai dit de manière très radicale, c'est indispensable. Si on veut garder la part d'humanité dont parle Baudelaire dans la phrase que j'ai lue tout à l'heure, les signes et les fleurs du mal, et concernant la manière comme la ville change et les côtés éphémères de notre présence sur Terre, de notre humanité. Et donc j'ai dit que ce n'est pas que ça soit possible ou pas, c'est qu'on n'en a pas le choix, parce que c'est un enjeu civilisationnel. La fraternité, l'amour, la capacité
à être en relation avec les autres, de rompre avec cette espèce de bulle qui nous attrape numérique et qui nous imprègne. Nous étourdit, nous imprègne des fake news, nous imprègne de la culture, de la violence, de la haine, du titre, de l'absence de pensée qui s'impose aujourd'hui comme élément majeur et qui a des corollaires graves. La négation de la science, donc la négation de ce qui se passe autour de nous, la négation du changement climatique qui aujourd'hui est monnaie courante, ce qu'on appelle la négation de l'importance de la diversité. Donc si je vous écoute, Carlos Moreno, pour vous, c'est un rempart, l'urbanisme. Construire la ville de demain comme une ville de convivialité est un rempart contre la sauvagerie qui est en train de nous envahir. Oui, et je vais vous reprendre aussi sur un point qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'on me parle beaucoup de la ville de demain. J'ai dit non, c'est la ville d'aujourd'hui. On ne peut pas attendre demain. C'est maintenant. C'est ici et maintenant. C'est là où l'enjeu se joue aujourd'hui. Quand vous voyez la manière comme nos villes évoluent, et dans lesquelles on a cette espèce de ségrégation, de gentrification, des fractures. De ghettoisation. Quand on voit la ghettoisation qui se produit par les prix de l'immobilier, par les prix des mètres carrés, par l'absence de services publics, par la perte des services publics, par la déconnexion qui existe entre les gens. On est aujourd'hui en 2026 et on est donc dans le deuxième quart du siècle, du 21e siècle. On n'a jamais autant été dans l'histoire de l'humanité connecté par la technologie. Et on n'a jamais été aussi massivement déconnecté socialement. Et c'est ça qui se trouve au cœur de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où on raconte un peu n'importe quoi et on pense que c'est vrai. Et à ce moment-là, on considère que la faute est à celui qui vient d'ailleurs, celui qui a la peau d'une telle couleur. Et ça, vous pensez qu'en étant physiquement proche de nos voisins et en étant dans le soin des personnes qui vivent et qui cohabitent avec nous, eh bien, on peut conjurer cette forme de négation, du déni de réalité que les nouvelles technologies nous invitent à avoir, de virtualisation de la réalité. Oui, et c'est là où la science joue un rôle majeur. Et c'est là où il faut écouter la science. C'est là où il faut se poser et étudier l'histoire de nos villes au travers le temps. La manière comme les relations sociales se sont tissées. La manière comme on a détruit la planète avec des villes qui ont grandi, avec la consommation des matières premières, le béton, les ciments, les routes, les voitures individuelles conduites, donc c'est une seule personne. Depuis 80 ans, c'est ça la règle. Depuis 80 ans, c'est ça. Mais c'est une petite fraction dans l'histoire des villes. Les premières villes, ça remonte à 5000 ans, en Mésopotamie, la ville d'Ur. En Chaldée, oui. En Chaldée. En Irak actuel. Dans l'Irak actuel, absolument. Les gens ils disent l'Amazonie, c'est le poumon de la planète, c'est la forêt. Mais les CNRS et Stéphane Rostin, à la tête d'un groupe de chercheurs, a publié dans la revue scientifique Nature la découverte, il y a 2500 ans, l'Amazonie était un réseau de villes qui étaient interconnectées entre elles, avec des rues, avec des places, avec des espaces publics, avec des lieux cérémoniels, etc. Dans l'Amazonie équatorienne, également récemment. J'en parle, Cynthia Fleury en parle également dans la préface. J'en parle. Je remonte il y a 400 000 ans, quand les gens ont commencé, on l'a découvert à la Cima de los Huesos, à Atapuerca, avec mon ami Ignacio, qui était chercheur. Ils ont découvert les premiers enterrements qui ont été faits. Les nécropoles, oui, les enterrements. 400 000 ans, on a enterré les gens. Je raconte dans mon livre... Donc si je vous écoute, vous êtes dans un champ d'investigation qui s'ouvre à peine, de comment les humains ont cohabité ensemble dans des villes depuis 400 000 ans. Et aujourd'hui, on est dans un tournant, parce qu'il y a tout un enjeu nouveau sur la société occidentale. Est-ce que vous voulez bien poursuivre cette conversation avec moi ? Bien sûr. Carlos Moreno, je vous présente vite, vous êtes un visionnaire de la Sorbonne, ça ne court pas les rues. Mais justement, vous courez les rues, puisque vous êtes non seulement le conseiller des princes, des maires, de ceux qui restructurent la vie sociale
urbaine. Et vous habitez à Paris, donc vous êtes aux premières loges de cette capitale complètement remaniée, ou en tout cas dans un processus de remaniement assez profond par Anne Hidalgo, que vous avez conseillé au début. Est-ce que vous diriez qu'Anne Hidalgo a vraiment une vision stricte de là où elle veut mener Paris? Oui, tout à fait. Je connais très très bien Anne Hidalgo, una gran amiga desde hace mucho tiempo, puisqu'elle est d'origine espagnole de Cadix, donc on parle souvent, y compris en espagnol. Et Anne Hidalgo, les gens ils peuvent penser beaucoup de choses, et moi je peux dire, et je peux témoigner qu'elle a une vision, qu'elle a une colonne vertébrale. Mais qui est la vôtre, la même vision que vous. Démarche, on coïncide, on est en phase. Quand on s'est connus, elle a essayé de faire la ville du quart d'heure. Est-ce qu'elle a réussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Anne Hidalgo, elle a été la présidente des manières extrêmement visionnaires du C40. Et ça c'était les 40 villes dans le monde qui... Au départ, 40 villes dans le monde qui voulaient lutter contre le changement climatique. Ça nous amène à 2007, 2008, 2009, 2010. Imaginez-vous, donc on est en train de parler quand même... Il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans. Et elle avait déjà cette capacité... Préoccupation, ouais. Plus que la préoccupation, la capacité à affronter ce qui allait venir comme la plus grande menace pour l'humanité, parce que c'est dans les villes où les gens ils habitent. Et c'est pour ça qu'elle s'est impliquée concernant le changement climatique avec des C40. Donc, quand il y a eu les accords de Paris en 2015, elle était maire. Elle a quand même convoqué en 2015, en parallèle des États qui signaient l'accord de Paris, la conférence internationale 1000 maires pour le climat. C'est à ce moment-là que j'ai proposé la ville des quarts d'heure. Parce que je l'ai proposée juste après la COP21. Mais est-ce que la volonté politique, Carlos Moreno, même d'Anne Hidalgo, à votre sens, elle est la seule qui peut changer notre vie? Elle n'est pas la seule, mais elle est indispensable également, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au possible. Mais quelle est la vision de la ville que vous portez pour aujourd'hui? Ce serait une ville où tout le monde serait interconnecté physiquement? C'est une ville qui doit répondre à 3 impératifs majeurs en termes de l'impact qui nous permettent de retrouver l'essence de l'humanité que nous avons perdue. Le premier, c'est une ville qui écologiquement est en phase avec la menace mondiale qui pèse sur nous tous, le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité. Donc, obligatoirement, on doit réduire nos émissions de CO2 et préserver la biodiversité. La ville des quarts d'heure est alignée puisqu'on diminue nos déplacements obligés, on préserve notre biodiversité en aménageant de la nature, en aménageant les espaces publics, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Mais ça ne suffit pas. Le deuxième élément, c'est les questions sociales, les interactions sociales. C'est une ville dans laquelle les quartiers retrouvent une place et qu'on a ce qu'on appelle l'essence de l'appartenance. Être attaché à quelque part. C'est-à-dire que les quartiers où on habite ne sont plus des quartiers juste pour dormir. C'est pas des villes dortoirs. C'est pas des villes dortoirs, c'est pas des villes anonymes. Donc on a une boulangerie, une pharmacie, on a... un espace public, on a l'école, on a de quoi se soigner. Mais est-ce qu'on a les moyens de mettre en place On a parfaitement les moyens. Mais je vais finir avec le troisième. Le troisième, il est majeur, c'est l'économie. Une ville qui produit de la valeur, une ville qui crée de l'emploi, une ville qui crée de l'activité. Mais c'est une ville qui crée de l'activité locale parce qu'elle développe ses commerces, elle développe ses circuits courts, elle développe ses lieux de coworking, elle développe donc tout ce qui permet de faire qu'il existe ce que le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, a dit quand il a eu le prix Nobel en 2008, une nouvelle économie géographique. Et c'est pour ça que dans la ville des quarts d'heure, les troisième volets, je les développe à partir du concept de Paul Krugman et je l'appelle la nouvelle économie géographique de la proximité durable. Et c'est pour ça qu'on a écrit un paper avec Paul Krugman, tous les deux et 2 autres collègues scientifiques, en octobre 2024, en disant il faut récupérer les old wisdom en anglais, c'est-à-dire l'intelligence ancestrale. Oui. Voilà, pour qu'on incarne la ville localement. Souvenez-vous que le Forum mondial urbain, en 2024, au Caire, disait « Tout commence chez soi, des solutions locales pour une vie durable ». Oui, mais moi j'ai l'impression qu'il est déjà trop tard pour la ville que vous décrivez comme une ville... C'est presque un peu utopique, Carlos Moreno. Non. Ah non, il y a... Aujourd'hui, vous allez avoir
Amazon, les livreurs, c'est le royaume des livreurs maintenant, les villes. Ceux qui sont à 15 minutes, c'est les livreurs. C'est plus les habitants qui se font livrer. Décortiquons ça dans le calme. Parce que tout le monde me dit « Oh là là, maintenant Amazon est partout oh. ». Décortiquons-le dans le calme. Je vous écoute. L'humanité, effectivement, je le disais tout à l'heure, les villes remontent à il y a 5000 ans. Il y en a connu plusieurs types de villes au travers de l'humanité. On a eu une accélération depuis 70 ans, on va dire, après la Deuxième Guerre, avec ce qu'on appelle le fonctionnalisme, le Corbusier, la charte d'Athènes, c'est-à-dire la zonification. La zonification. Un lieu pour travailler, un lieu pour habiter, un lieu pour faire ses courses, un lieu pour s'amuser. Ce qui a fait qu'à Paris, si on parle de Paris par exemple, on trouve la Défense d'un côté, des Lyon qui est ailleurs, et que la Seine est devenue une autoroute. Parce qu'il y avait 300 km de bouchons entre les gens qui vont travailler à la Défense. Et que la ligne 1 du métro et la ligne A du RER, 1 200 000 personnes chaque jour, 600 000 heures de pointe. Donc, si on regarde tout ça aujourd'hui en 2025, ce n'est pas une utopie, parce qu'on peut entamer une action politique de transformation, de régénération urbaine. Et si je ne prends pas que le cas de Paris, mais je prends plein de lieux comme Rome, Milano, ou des villes moyennes en France. Des villes moyennes, il y en a plein également. De toutes petites communes. Qui a gagné en 2025, en décembre, les prix territoriaux? C'est un prix qui existe depuis plus de 30 ans. Qui a gagné les prix ville durable au territorial? C'est la ville de Saint-Hilaire de Brednas, c'est mon ami... 5000 habitants, ou moins, un peu moins. 5000 habitants. Oui. C'est mon ami... c'est un maire qui vous a écouté. Mais écoute, voilà, il va tranquille ce soir. Mais Carlos Moreno... Il a transformé. Oui, mais regardez, la réalité, si vous vous promenez en France, c'est que ces villes moyennes, c'est parfois des diagonales du vide. On a l'impression qu'au milieu de la ville, les petits commerces sont désertés, les jeunes sont partis dans les grandes villes pour étudier et travailler, trouver du travail, et elles sont soit avec des volets fermés, soit mises entre les mains des personnes âgées ou des personnes qui tiennent la maison un peu comme... Vous venez de dire un mot-clé qui est dans toute la France. C'est là où les bas blessent. C'est-à-dire qu'il en faut une action politique locale, donc le maire, la maire, présidente des métropoles, ou des départements, voire au niveau de la région. Parce que la région Île-de-France a adopté ces concepts. Valérie Pécresse a fait une région des 20 minutes. Madame Valérie Pécresse me fait confiance et on travaille ensemble, la main dans la main, pour ce qu'on appelle la région des 20 minutes avec les SDRIF, les schémas régionaux de développement territorial, -E et évolution. Donc, continuez sur l'histoire de centralisation. Toute la France est concernée par... Mais effectivement, les problèmes de la France, c'est que nous sommes en Europe les pays qui a 2/3 de toutes les communes qu'il y a en Europe. Je pense qu'autour de 2/3, c'est la France, parce qu'on a hérité de l'ancien régime. Les 40 000 clochers, c'est aujourd'hui globalement... Le nombre de villes. 30 000, 36 000 communes. Hein, communes. De toutes les tailles. Voilà. Mais quel est le problème? C'est qu'on est dans un État profondément jacobin, profondément centralisateur. Et que donc les décisions politiques au niveau de l'État français ne sont pas allées dans le sens de cette décentralisation dont nous parlons tout le temps. On a parlé de l'acte 1, on a parlé de l'acte 2, maintenant on parle de l'acte 3. On parle de la loi de la métropolisation. On a créé les métropoles. Il y en a combien aujourd'hui? 17 métropoles. Quelle est la part de développement local qui permet de réaliser... Alors que préconisez-vous? Demain, vous êtes président de la République, aménagement du territoire. Je ne serai jamais président de la République. Carlos Moreno, je fais aussi une utopie. Imaginez, vous avez les coups des franges pour devenir le ministre de l'aménagement du territoire. Demain, en France, quelle est la mesure phare? Vous décentralisez, si j'ai bien compris, et à l'intérieur des communes, qu'est-ce que vous permettez? Il faut donner des moyens, oui. Parce qu'aujourd'hui on décentralise, mais on ne donne pas des moyens. Et donc, j'ai fait partie de ceux qui considèrent que les moyens, il faut les donner. D'une part, il y a la notion des attributions, parce que les transports, c'est la région. Oui. Et les lycées également. Mais ensuite, les écoles, donc c'est la ville. Et entre les deux, on a le département avec des attributions sociales. Donc, il y a des étages, effectivement, à faire écraser ensemble, disparaître, oui. Pour que les attributions, elles puissent être des attributions complémentaires. Il y a un problème en France majeur,
qui est les problèmes du logement et qui est les problèmes du logement social. Une des raisons pour lesquelles on va sur ces villes dortoirs, c'est qu'on expulse de plus en plus les gens qui vivent dans les centres-villes par les prix de l'immobilier, et les gens ils se retrouvent en banlieue, ils se retrouvent loin. Et les centres-villes sont désertés. Les centres-villes sont désertés et ils se retrouvent loin dans des lieux dans lesquels il n'y a pas de service. C'est ça l'équation qu'il faut résoudre aujourd'hui. C'est cette équation qui est vraiment au cœur. Aujourd'hui, les ministres de la ville et du logement, c'est une seule attribution, Vincent Jeanbrun, que je salue également. Et pour vous, c'est dans les programmes des élections municipales, tout ce que vous êtes en train de décrire. Ça devrait être au cœur. Mais ça n'y est pas. Non, ça n'y est pas. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'immigration, parce qu'on parle des gens comme moi qui ont un accent qui n'est pas les bons et qu'on veut mettre dehors. Je suis français, vous pouvez retrouver les traces sur Internet où on me dit « Puisque vous êtes si brillant, rentrez chez vous ». Je suis français, il y a même des gens qui disent « Moreno est quelqu'un de nuisible ». C'est un mouvement qui s'appelle Ça cache Paris, qui a voulu qu'on m'expulse. Oui. Il voulait qu'on m'expulse. Il disait que j'étais quelqu'un de nuisible. Donc, comme quoi vous dérangez. Mais c'est souvent très bon signe quand ce qu'on énonce en public. Il y avait même un très grand violoncelliste qui porte le nom d'une place à Paris, qui disait allez enlaidir Bogota et laissez-nous tranquilles avec Paris. Donc, c'est ça où le débat il n'est pas placé correctement. Et dans l'élection municipale qui est en cours en mars cette année, en 2026, vous diriez que cette question de l'urbanisme, elle n'est pas au cœur des préoccupations? Non, elle n'est pas au cœur des préoccupations, parce que nous vivons dans une géopolitique extrêmement tendue. Nous avons Trump aux États-Unis qui pousse pour que un certain extrémisme s'impose également comme il s'est imposé aux États-Unis. Et de l'autre côté, l'opposition elle est plutôt dans une démarche de vouloir gagner une place culturelle, mais la question de la ville aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas au cœur des discussions, elle n'est pas au cœur des débats publics. Je tiens à le dire qu'il y a 6 ans, à la même époque, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2020, avant les élections, cette question fut au cœur. Quand tu as eu Anne Hidalgo qui a proposé à la ville des quarts d'heure, j'ai fait les plateaux télé, j'ai fait des interviews aux médias, j'ai fait les médias étrangers, énormément de médias étrangers, j'ai la chance de parler plusieurs langues, donc il y a énormément de médias étrangers qui sont intéressés. C'était un vrai débat. Mais nous, Carlos Moreno, on s'intéresse à vous. Vous êtes et on est au très cœur heureux de la vraie actualité. Mais voilà, grâce à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Carlos Moreno. C'est trop court, mais en même temps, grâce à notre rencontre, on va vraiment suivre ces questions d'urbanisme dans l'élection municipale. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La ville du soin, territoire, le bien-être à portée de main. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Je vous souhaite une très, très bonne promotion de ce livre. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.